Nous allons parcourir, vous et moi, 4 sujets de société par lesquels nous sommes tous, de près ou de loin, concernés. Premièrement, les réseaux sociaux et les fake news. Ensuite, l'égalité des genres, suivi par le climat et l'environnement. Et pour finir, la précarité et les migrations. 4 thèmes qui nous construisent car ils ont, que nous le voulions ou non, un impact direct sur notre quotidien. Des spécialistes d'ici et d'ailleurs, mais aussi des étudiants, comme vous, feront partie du voyage. Parfois compliqué, mais surtout plein d'humanité. Ceci étant dit, lançons-nous. Discuter avec ses amis, sa famille ou des personnes très éloignées de nous, c'est devenu simple comme bonjour. Plus de 65% des Belges utilisent les réseaux sociaux. Facebook bien sûr, mais aussi Snapchat, Twitter, Instagram, YouTube. Bref, la liste est longue. Des outils qui nous rapprochent donc, mais ne nous rendent pas forcément la vie plus simple. Il y a tellement d'informations sur un réseau social qu'à la fin on ne sait plus les trier, on ne sait pas d'où elles viennent. Et c'est que ça fait effet de boule de neige, il y a une personne qui la met, et puis après tout le monde en parle. Tout le monde partage. Des gens comme vous et moi, des médias, des entreprises, des stars et toutes sortes de communautés. Elles jouent le jeu de l'information et cherchent des abonnés à tout prix, au risque parfois de raconter, volontairement ou non, de fausses informations. Il y a, je pense, une confusion croissante entre les médias traditionnels, les journaux, les sites de presse en ligne, et les réseaux sociaux, qui est en fait une confusion entre finalement l'information journalistique et la publicité. Les réseaux sociaux favorisent ce développement-là puisqu'ils permettent de générer très vite un grand nombre de clics. Donc vous avez l'information, vous la partagez, elle est relayée, etc. Les gens font maintenant plus confiance dans les réseaux sociaux parce que ce sont leurs amis que dans la presse traditionnelle, qu'elle soit écrite ou audiovisuelle. Et donc, quelque part, en faisant cette confiance, on risque d'arriver à des gens qui manipulent d'autres personnes sans s'en rendre compte. Mais il faut faire attention quand même avec ce discours-là de « il nous mente et il nous manipule ». Oui, il y a des manipulations, oui, il y a des mensonges pour défendre tel ou tel intérêt, mais soyons vraiment nuancés et il faut faire attention à ne pas avoir cette grille d'analyse de l'État nous ment, les Illuminati dirigent le monde. Tout n'est pas noir ou blanc. D'ailleurs, vous avez l'air plutôt au courant. On peut clairement dire la vérité, les gens seront quand même attirés par l'information. L'information, nous, on veut quelque chose de réel et de vrai. Et si c'est faux, déjà, ça se voit souvent. Depuis quelques temps, on entend de plus en plus parler de fake news ou d'infox. Des mots à la mode qui cachent des réalités multiples. Une bonne désinformation, c'est une publication qui vous brosse dans le sens de vos croyances, et qui ne va pas essayer forcément de les remettre en question, mais qui va plutôt essayer de les conforter. Et si ça correspond à votre opinion préconçue, vous allez considérer que c'est une preuve supplémentaire, que vous avez bien raison de penser ça, et donc vous allez la partager pour montrer que vous avez bien raison de penser comme ça. Regardez, je ne suis pas le seul à le dire. De mon point de vue, il n'y a pas la vérité, il y a toujours des vérités, depuis la personne qui les exprime, depuis les intérêts qu'elles servent, et depuis les usages qu'on peut en faire. Tout ou à peu près tout est fake news. Donc on peut les interpréter comme on veut. Il y a 3 éléments essentiels. Soit on interprète quelque chose et donc on restitue une information qui est tronquée mais sans mauvaise intention. Soit on manipule éventuellement pour essayer d'avoir le soutien d'un ou de l'autre, que ce soit en politique comme dans le commercial, soit tout simplement on ment. Il y a presque autant de fake news que d'utilisateurs différents sur les réseaux sociaux. Autant le dire, c'est loin d'être simple. Lors de la Conférence mondiale des humanités, qui se tenait à Liège en août 2017, de nombreux thèmes ont été parcourus par des spécialistes du monde entier, notamment celui de l'éducation dans un monde en constant changement. L'éducation aujourd'hui, c'est une clé de l'habitabilité du monde. Parce que si on n'est pas éduqué réellement, si du point de vue culturel, on n'est pas libéré, je vais dire par là, ouvert d'esprit, il va y avoir vraiment des problèmes. Parce que à ce moment-là, on ne pourra même pas savoir que l'humain qui est en face de soi, qu'on appelle par exemple l'autre, ou bien l'étranger, ou le migrant, ou le réfugié,
on ne pourra pas le reconnaître comme étant un être humain. L'éducation, c'est effectivement un enjeu tout à fait primordial par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à l'information. Et je pense que ça vient, le problème des fake news vient illustrer le fait qu'on a vraiment perdu collectivement, je parle en tant que société, on a perdu l'habitude de critiquer non seulement l'information journalistique, mais aussi même les faits scientifiques, la façon dont ils sont construits. Et il est effectivement tout à fait crucial qu'on se réapproprie non seulement les outils de diffusion, la construction des savoirs, qu'on a une question à poser, qu'on puisse la soumettre à la communauté, qu'on puisse échanger, qu'on puisse s'équiper soi-même d'outils pour se faire sa propre opinion la plus fondée possible. Mais critiquer, avoir un vrai avis, une vraie opinion personnelle, où je ne répète pas ce qu'on m'a dit par ailleurs, j'ai mon opinion, elle est argumentée, elle est nuancée, ça j'ai l'impression que ça ne se voit plus beaucoup, sur Internet. On ne naît pas avec des capacités de réception critique, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui se développe et qui se développe grâce à l'éducation et grâce à l'échange, à l'expérience aussi personnelle. Il faut rester ouvert à l'autre, il ne faut pas s'enfermer dans une communauté de penseurs aux stagnantes, aux puantes. Tout est dit, ou presque. Les réseaux sociaux et tous les messages véhiculés sur le net doivent être appréhendés en faisant preuve de discernement. Pour ne pas se faire avoir et tirer profit au mieux de ces outils de communication, il faut donc garder les yeux et l'esprit ouverts, car l'humanité se construit ensemble. Ensemble, peu importe le genre bien sûr, car peu importe où nous nous trouvons, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie, l'humanité compte dans ses rangs à peu près le même nombre de femmes que d'hommes, 50-50. Et pourtant, nous ne sommes pas toujours logés à la même enseigne. Par exemple, il a fallu attendre 1948 pour que les femmes obtiennent le droit de voter en Belgique. Mais sommes-nous vraiment égaux à l'heure actuelle ? Je pense que dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de problème entre les hommes et les femmes. Ah bon ? Vraiment ? Quelque chose me dit qu'il reste encore des efforts à faire. De mon point de vue, il reste encore beaucoup de choses à faire, en particulier pour la place des femmes, par exemple, dans le monde universitaire. Alors, à la fois au niveau des étudiants qui rentrent à l'université, on se rend compte qu'entre les filières d'études, il y a de grandes disparités. Donc, par exemple, en psychologie, sciences de l'éducation, il y a environ 82% de filles à l'entrée, alors que chez les futurs ingénieurs, il y a à peine 20% de filles. Il y a encore des stéréotypes assez forts qui règnent, il n'y a rien à faire. Et on se rend compte qu'au niveau, par exemple, des écoles secondaires, certains professeurs vont inciter plus facilement parfois les meilleurs garçons en termes d'études à présenter l'examen d'entrée, alors qu'ils n'ont pas forcément le suggérer à des filles qui sont en maths fortes, par exemple. Et donc là aussi, il faut faire changer les mentalités et faire en sorte qu'au niveau du secondaire, chacun ait les mêmes chances. Les femmes veulent travailler, c'est évidemment extrêmement important, mais alors ça pose la question de l'écart salarial. On a parlé des plafonds de verre, donc d'autres combats qui ont lieu maintenant dans le travail. Il y a toujours la question de la double journée, que les femmes travaillent pendant la journée et puis quand elles reviennent à la maison, le partage des tâches ménagères n'est pas encore suffisant. Partout, les femmes font face à la discrimination. Au travail, on parle souvent d'un plafond de verre, une expression qui désigne la difficulté, voire l'impossibilité pour les femmes d'accéder au poste supérieur de la hiérarchie. Une différence de traitement également palpable lorsqu'elles décident de prendre la parole. Je pense que la place de la parole n'est pas la même. On va plus facilement couper une femme, moins prendre en compte ce qu'elle a à dire. Tandis qu'un homme, c'est plus facile alors que ses propos ne sont pas forcément plus intéressants. Les femmes doivent prendre leur place. Alors parfois, certains collègues vont rétorquer, il ne faut pas non plus être, la femme qui doit être prise parce qu'on a besoin de femmes. Certains sont contre les quotas, ce genre de choses. Alors, mais d'un autre côté, on entend d'autres dire, si on ne passe pas par des impositions, par exemple 1/3, 2/3 en termes de genre, on n'arrivera pas à faire en sorte que des femmes finalement prennent leur place dans ces organes. L'émancipation des femmes, elle viendra des femmes, évidemment. Comme l'émancipation des minorités vient des minorités. Un homme peut être solidaire et peut avoir un point de vue, comme je le dis ici, mais la parole des femmes est importante parce que, évidemment, les droits des femmes ne sont pas des droits qu'on leur donne comme ça, ce sont des droits qui sont conquis. En d'autres mots, encore trop de clichés et pas assez de respect et de considération. La façon de nous habiller aussi va jouer en fonction de l'heure qu'il est, de où on va.
alors qu'un garçon se posera sûrement moins la question. 60% des femmes belges ont déclaré avoir déjà été victimes d'intimidation sexuelle. Dans l'espace public, dans les transports, en rue, en soirée ou ailleurs, elles sont confrontées à des sifflements, des remarques déplacées et des tentatives de séduction agressive. C'est notamment pour lutter contre ce phénomène d'harcèlement de rue que des mouvements comme « Touche pas à ma pote » ou #MeToo se mobilisent et font parler d'eux sur les réseaux sociaux. Alors, ce qui est très intéressant avec MeToo et les médias sociaux, alors comme on vient de le dire, il y a évidemment la réalité des médias sociaux, de Twitter, etc., qui évidemment permet la libération de paroles d'anonymes. La deuxième chose, c'est qu'il ne faudrait pas donner non plus le sentiment que les femmes n'ont attendu que le 21e siècle pour s'exprimer. Il y a toujours eu une parole des femmes. Ça fait maintenant une bonne dizaine, voire quinzaine d'années que des groupes essaient de travailler sur cette égalité de genre, mais parfois l'information est difficile finalement à rendre visible. Et donc il faut vraiment faire l'effort de faire sortir les chiffres, les publier, pour montrer concrètement et objectivement que oui, on n'est pas à 50-50, il y a clairement un rapport de force entre hommes et femmes. Des rapports de force, un peu comme des adversaires. Pourtant, pour vivre ensemble, nous devons nous comprendre et nous respecter. C'est ce qu'expliquait Marema Touremtiam, spécialiste des sciences humaines, lors de la Conférence mondiale des humanités Liège 2017, en instaurant un nouveau rapport à l'autre. Dans l'Ubuntu, on ne dira pas « j'existe, je pense, donc je suis », qui est une façon de dire que la personne, elle peut se suffire à elle-même. Nous dirons dans l'Ubuntu « je suis parce que tu es ». Cela ne va pas dire que nous gommons l'identité, mais nous dirons simplement qu'il y a un principe, mon existence est distincte de ton existence, mais mon existence n'est pas séparable de ton existence. Je suis parce que tu es. Ce que je trouve très intéressant avec l'Ubuntu, c'est la remise en question de ce que je pourrais appeler l'individualisme occidental. C'est-à-dire en Occident, on a cette idée que le je, le moi, existe, que nous avons tous un je et un moi profond et que le rapport à l'autre ne vient qu'après. Et ce que dit l'Ubuntu, c'est non, l'autre et le rapport à l'autre est constitutif de ce que je suis. L'homme et les femmes, ce sont des êtres en relation. Et donc pour moi, on ne peut pas se définir sans nos relations aux autres. Et il me semble que quelque chose qui serait égalitaire va forcément contribuer au bien-être de tous si on élimine les tensions, si on élimine ces rapports dominants-dominés. La seule réponse, elle est collective, elle est politique. Il y a à construire ensemble, ici, maintenant, en classe, sur le lieu de travail, la meilleure réponse possible pour que cette égalité soit une égalité, en quelque sorte, dans la différence. Tout est dit, ou presque. Plafond de verre, harcèlement de rue, place attribuée à la femme dans la société. Peu importe le genre, il reste du chemin à parcourir avant d'être réellement sur un pied d'égalité. Les minutes défilent et il est à présent temps de passer à notre troisième sujet, le climat et l'environnement. La nature est partout. Depuis la nuit des temps, l'être humain l'utilise pour évoluer et accomplir de nouveaux exploits technologiques. Mais encore pour combien de temps ? De nombreuses études présentent la Terre comme un écosystème à bout de souffle, auquel on prend sans donner en retour. Et pourtant... On est amené à vivre en communion avec la nature. Donc si on ne la respecte pas, notre façon de vivre va, en dépendre. Le premier d'entre nous est apparu il y a 200 000 ans et depuis, malheureusement, de l'eau sale a coulé sous les ponts. Le développement de la population se fait au détriment de la planète. On constate qu'il y a énormément d'espèces animales, des espèces prédateurs qui disparaissent, que ce soit en milieu terrestre ou en milieu océanique. Et que les causes, elles sont vraiment multiples. Il y a un empiètement sur l'habitat, c'est-à-dire qu'on détruit l'habitat. Il y a une utilisation des ressources. Et il y a également un besoin d'énergie qui est croissant. Et l'ensemble de ces facteurs, effectivement, n'est vraiment pas bon pour la planète. La planète, elle s'en sortira toujours sans nous. Mais ce que nous sommes en train de faire consciemment et inconsciemment, c'est détruire vraiment notre planète, notre maison en fait. On est rentré dans une logique de laquelle on ne sait absolument pas sortir. Donc on a basé toute notre production, tout notre système économique, etc. sur le pétrole, sur les énergies fossiles. Et tant qu'on ne parviendra pas à sortir de cette logique fossile,
on restera et on continuera d'aller droit dans le mur. Manger, se chauffer, se déplacer, consommer, bref, presque tout n'est possible que grâce aux usines et aux entreprises qui produisent pour nous. Certaines de manière plus responsable que d'autres. On se rend compte que l'industrie, ils s'en foutent complètement en fait, du respect de la nature et tout ce qu'ils veulent, c'est de la rentabilité. Depuis peu, des pays tentent de dire stop, notamment grâce à des accords internationaux comme le protocole de Kyoto. Son but, réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, ça donne quoi ? Ça n'a jamais marché en fait, ces protocoles de Kyoto. Donc on en parlait, donc ce protocole-là est né en 1997. On consommait 70 millions de barils par jour à cette époque. 70 millions de barils, c'est quand même beaucoup. Donc maintenant, on est en 2018, donc ça fait plus de 20 ans qu'on parle en fait de décarboner nos économies, et on est à une consommation de l'ordre de 100 millions de barils. Et même, par exemple, la consommation de charbon, on pensait qu'elle était partie à la baisse, elle repart à la hausse dans des pays comme la Chine. Donc on a un vrai problème à décarboner nos économies. Enfin, en gros, on observe une augmentation du CO2 dans l'atmosphère plus rapide que ce que les modèles ne le précisent en fait. Pour le moment, il n'y a pas de police climat. C'est les pays qui s'engagent à dire on va diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, mais en réalité, ils ne font rien. Donc en fait, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vérifie exactement ce que les pays font, pour moi, ça ne sert à rien, tous ces protocoles-là. Il y a le fameux objectif de 2 degrés. Pourquoi 2 degrés ? Je dirais, si on arrive à 3 degrés, là on arrive à ce qu'on appelle des points de non-retour. Et notamment, 2 degrés, on a la calotte du Groenland qui survit. 3 degrés, la calotte du Groenland qui disparaît. Ça veut dire une hausse du niveau des mers de 6 mètres. Et donc c'est pour ça que la COP21, les scientifiques ont dit 1,5 degré, 2 degrés. C'est vraiment très important d'y arriver. Et je suis d'accord avec Damien que c'est difficile, ça va être difficile d'y arriver parce que pour le moment, on n'est pas prêt du tout. Mais il faut y arriver, sinon on va arriver à des points de non-retour au niveau du climat. Il n'y a pas de temps à perdre, il y a une lumière au bout du tunnel. Paul Srivastava, un scientifique renommé, présent à la conférence mondiale des humanités qui se tenait à Liège, en est en tout cas convaincu. We are 7.2 billion people on Earth. If we don't make wise choices now, there are predictions that we might have a world with only 2 to 3 billion people. On the other hand, if we make the choices correctly, we might end up stabilizing the world population at 9 to 10 billion people. And the world can support 9 to 10 billion humans on Earth, but not in the way we are currently moving. Phew, enfin du positif. Donc, la clé, ça serait de changer nos habitudes ? Mais concrètement, comment ça se passe ? On vit actuellement avec 7 milliards de personnes, et je pense qu'on arrive quand même à une certaine limite. Mais je pense qu'on pourrait vivre avec encore 1 ou 2 milliards en plus, si, et seulement si, on parvient à changer notre mode de vie. Et on parvient à être beaucoup plus raisonnable dans les ressources que l'on consomme, qu'on évite de spéculer sur de la nourriture, par exemple. Oui, un meilleur partage de ressources, ça me paraît vraiment une évidence. Mais je pense qu'on peut également rajouter comme pièce aux puzzles plus de stations d'épuration pour avoir une meilleure qualité des eaux qui pourrait aider justement les 7 milliards d'habitants et un meilleur accès à la contraception pour les femmes qui le veulent. Ce serait peut-être tort de proposer des solutions internationales parce que pour le moment, chaque pays fait son petit bazar de ce côté, mais ce n'est pas un pays qui va décider pour tout le monde. Il faut que tous les pays soient d'accord entre eux. Ce qu'on remarque, c'est souvent les gens qui discutent en fait problèmes climatiques sont très mauvais pour trouver des solutions. Ils veulent mettre des contraintes, mais ils ne viennent pas avec une solution qui permettrait de résoudre ce problème. Et je trouve que ça marcherait beaucoup mieux si on proposait à l'ensemble des pléniers de la planète de construire quelque chose qui permettrait de résoudre un problème que plutôt de les culpabiliser. Et on ne doit pas forcément attendre demain pour faire ça. On peut déjà le faire aujourd'hui. Et oui, vous vous en doutez, tout est dit, ou presque. Tous ensemble, à notre niveau, nous pouvons faire une différence. Consommer local, trier nos déchets, éteindre les appareils non utilisés, en parler autour de soi, c'est par de simples gestes qu'on change le monde. Car l'avenir de la planète, ou plutôt notre avenir, est entre nos mains. Comme l'expliquait M. Hassan Boussetta, le climat a déjà une influence sur notre mode de vie. À l'heure où je vous parle, des personnes quittent leur pays, leur ville, leur village, car le climat ou l'environnement les y oblige. Catastrophes naturelles ou terres trop arides pour être cultivées, par exemple. Avant, maintenant et dans un futur plus ou moins proche, la migration est l'une des nécessités de la survie de l'espèce humaine.
Depuis toujours, l'homme est confronté à la migration, que ce soit lui qui parte vers de nouveaux territoires ou qu'il accueille des personnes venues d'ailleurs. Au cours de l'histoire, cette réalité a été vue parfois d'un mauvais œil, parfois comme une chance. C'est bien qu'ils puissent venir parce que voilà, eux ils sont juste là pour avoir un monde meilleur, pour pouvoir peut-être poursuivre leur étude ou fonder une famille ici. Ça ne sert à rien non plus d'accepter tout le monde parce que sinon on va plus avoir de Belges ici. C'est pas que je suis raciste, mais évidemment. Alors pour ou contre ? Les avis semblent partagés car la question n'est pas si simple. Le terme de migrant en fait semble clair mais il est très très vague. Parce qu'avec ce terme, on parle aussi bien des demandeurs d'asile, des réfugiés, et parfois, on appelle migrants des personnes qui ne sont pas du tout des migrants, des personnes qui sont de la 2e ou de la 3e génération, donc dont les parents ou les grands-parents sont venus. Parfois, on les appelle migrants alors qu'ils sont venus de nulle part, ils sont d'ici. On globalise un peu, on met toutes sortes de gens dans un même panier. Les migrants, de par le monde, ils bougent parfois de manière volontaire pour améliorer leur sort, aller chercher un travail. Et d'ailleurs, beaucoup de Belges et d'Européens bougent aussi pour aller trouver un meilleur travail, une meilleure situation à l'étranger. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui bougent de manière forcée, qui sont contraintes à la migration, parce que leur pays est en guerre, parce que leur pays est soumis à des catastrophes naturelles, parce qu'ils ont vécu des crises environnementales. Donc il y a toute une série de réalités qui amènent les gens à bouger pour survivre, parce que c'est une nécessité vitale. Et donc la réalité, c'est que la migration, c'est un phénomène qui a des causes très multiples et il faut aussi avoir un regard là-dessus. Il est bien trop facile de mettre des étiquettes. D'un autre côté, ces temps-ci, on associe souvent les mots étrangers avec perte d'emploi. Mais qu'en est-il réellement ? Dans une période difficile sur le plan économique, etc., où on est un peu dans un moment charnière, il faut un bouc émissaire. L'arrivée de migrants met une pression sur les travailleurs, parce qu'il y a une main-d'œuvre qui est utilisée par les employeurs au noir. On sait qu'il y a une exploitation de cette détresse, parce que les gens ont besoin d'avoir des revenus puisqu'ils n'en ont pas. Et donc là, il y a vraiment un abaissement des protections et des niveaux de vie, mais pas à cause des migrants, parce que les employeurs profitent de cette main-d'œuvre fragile. À un certain niveau du marché de l'emploi, les personnes qui arrivent, ils travaillent dans des secteurs qui ont été délaissés par la main-d'œuvre locale. Et donc, quelque part, ils ne viennent pas voler un travail qui serait là, ils viennent remplir des postes qui ne sont plus pourvus. Mais à un autre niveau du marché du travail, la question se pose autrement. Comment se fait-il, par exemple, qu'on veuille parfois importer des milliers d'informaticiens, alors que nous avons des universités, nous avons des écoles supérieures qui forment des informaticiens. Là, il y a un problème aussi qui renvoie aussi peut-être à l'inadéquation entre certaines demandes du marché du travail et ce qu'on est susceptible de produire en tant que travailleurs qualifiés, recherchés. Ils nous volent notre travail! Faux! Le marché de l'emploi évolue grâce aux nouveaux arrivants. D'un côté, il se fortifie et de l'autre, il plonge certaines personnes dans la précarité, les migrants en première ligne. Lors de la conférence mondiale des humanités Liège 2017, de nombreuses questions ont été soulevées par des spécialistes issus du monde entier. Ils ont notamment déconstruit le discours des partisans de la fermeture des frontières sous prétexte de vouloir préserver l'emploi et la culture nationale dominante. La montée de programmes politiques d'extrême droite, c'est pas seulement qu'ils soient d'extrême droite, c'est que véritablement ce sont des programmes qui fractionnent, qui fragmentent l'humanité, qui décident qu'il n'y a pas quelque chose de général et d'universel comme l'humanité. Mais la frontière devient la règle. Exactement, exactement. Et on hérisse des frontières partout. Cette idée que l'identité est une forteresse à défendre, c'est ce que j'appelle tribalisme. Et je voudrais montrer en quoi la philosophie, cette discipline des humanités, nous aide à penser cette crise et à y répondre. Parler de tribalisme, c'est se considérer comme faisant partie d'une tribu, qu'il faut rester entre soi. Mais de quelle tribu parle-t-on ? On n'est pas tous vraiment belges. D'un côté, la Belgique, ça fait pas longtemps qu'elle existe, donc... Pas faux. Et après tout, la culture, ça se partage. Il y a quelque chose qui est un petit peu un paradoxe
pour ne pas dire presque une contradiction. En fait, on voit bien que la migration, sur le plan économique, on a aujourd'hui un monde qui est de plus en plus globalisé. Les capitaux, les biens, les services bougent partout dans le monde et on voudrait refermer les frontières sur les personnes. Et c'est pareil en matière culturelle, parce que je crois qu'on n'a jamais assisté à une aussi grande diffusion d'une culture à l'échelle internationale. Enfin, aujourd'hui, des jeunes peuvent très bien s'entendre à quelques bouts de la planète que ce soit sur ce qu'ils ont consommé comme biens culturels sur le net. Et donc, il y a une sorte de mondialisation de certaines références et en même temps, parfois aussi, un peu de crispation identitaire. L'égalité entre les hommes et les femmes, le respect des droits de l'homme, la liberté d'expression, la liberté de croire ou de ne pas croire. Je pense que c'est des choses qui doivent s'appliquer à tout le monde. Après, le reste, la culture, c'est celle qu'on construit ensemble. L'enjeu pour nous, et on n'a pas toutes les réponses à ces questions-là, c'est d'apprendre à résoudre les conflits, les tensions interculturelles. Et comment, avec ces valeurs-là, on peut apprendre à accepter l'autre, à négocier des espaces communs et à faire en sorte que tout le monde puisse trouver une place dans nos sociétés. Tout est dit, ou presque. Nous avons tous des ancêtres issus de l'immigration. La Belgique n'existe que depuis 1830. Notre pays est donc un mélange de différentes cultures et c'est ce qui fait notre force. Après tout, ne dit-on pas « l'union fait la force » ? Nous arrivons à la fin de cette vidéo. 4 sujets en presque 30 minutes. Même avec le soutien de 6 grands spécialistes, il est difficile de tout aborder et surtout de répondre à toutes les questions et réactions qui vous traversent l'esprit. C'est pour cela que tout est dit, ou presque. Il est maintenant temps de réfléchir, d'en discuter, d'en débattre, de remettre son point de vue en question et même de se chamailler s'il le faut. Cela ne s'arrête pas là. Le but ? Apporter sa pierre à l'édifice, car le monde, il se construit ensemble.